Bonjour et bienvenue dans ce nouveau déballage et présentation de la centrale Thames. Je viens de recevoir cette nouvelle centrale qui s'appelle la MC2. Nous allons ensemble découvrir ce qui est fourni avec cette centrale et faire la première mise en service. C'est une centrale multiprotocole DCC, Motorola et MFX. On peut également activer le RICOM. Cette centrale me semble surtout intéressante pour sa connectique. On le voit déjà sur la photo, il y a plusieurs connecteurs qui permettent d'y raccorder différentes commandes à main et autres appareils. Ouvrons maintenant la boîte pour découvrir ce qui s'y trouve. Nous avons donc dans un premier temps le câble ici d'alimentation 230 volts, le câble de raccordement RJ45 pour la connexion à l'ordinateur, un petit sachet avec 2 connecteurs et les 4 équerres permettant de fixer solidement la centrale, un petit guide succinct pour la première mise en service. Il est multilingue en allemand, en anglais, en français et en néerlandais. C'est un mode d'emploi très succinct pour une première mise en service. Pour avoir le mode d'emploi complet, il faut le télécharger sur le site de Thames. Ceci permet d'avoir également un mode d'emploi qui est toujours à jour avec les dernières versions de la centrale. Ensuite, nous avons l'alimentation qui, comme vous le voyez, est externe à la centrale. Elle délivre une tension de 24 volts, 6,6 ampères maximum, car la centrale a un booster intégré. Ici, on a l'arrivée du 230 volts avec le câble. Ensuite, on ressort ici avec la prise qui vient se connecter à la centrale. Passons maintenant à la centrale qui est très complète au niveau de sa connectique. Commençons par la face avant. Nous voyons que nous avons 2 boutons, un Go et un Stop, que l'on retrouve sur beaucoup d'autres centrales du marché et qui permet de couper la tension dans la voie ou de la rétablir en cas de court-circuit. Ensuite, un afficheur 7 segments qui nous donne des informations sur le courant consommé ou l'adresse IP. Une sortie audio pour les haut-parleurs ou des sons d'ambiance par exemple. Le buscan choisi par Thames correspond à l'implémentation de Merklin. Il est donc possible de connecter directement une mobile station ou une centrale station en mode esclave. Nous avons également le port Loconet où l'on peut connecter des commandes à main comme un Fred ou un Daisy d'Ulenbrock ou encore un Smart Control de Pico. Il s'ensuit d'un port EasyNet qui est le bus propriétaire de Thames. Nous avons ensuite le XNet qui permet de raccorder des LogMouse ou des multimouse de Roku aussi bien que des commandes Lens. Ensuite, nous voyons un connecteur à 2 broches. C'est une interface DCC universelle pour toute autre centrale. Il s'agit de l'entrée sniffer de la MC2. Elle permet de connecter la sortie voix d'une ancienne centrale comme la 6021 de Merklin ou une IntelliBox afin de pouvoir continuer à l'utiliser avec la MC2. Maintenant, passons de l'autre côté de la centrale. Là, nous sommes à l'arrière. Nous voyons ici le connecteur pour brancher l'alimentation de 24 volts fournie avec la centrale que je montrais avant. Ensuite, nous voyons un connecteur à 4 pôles. Il s'agit ici de la sortie prog pour la voie de programmation et main pour la voie principale. Donc, ça, c'est le connecteur à 4 pôles qu'on a ici. Les boosters, les 2 types de connectiques de boosters sont présents sur la centrale, à savoir le traditionnel câble plat à 5 broches pour les boosters Merklin, LDT ou Thames, ou bien le connecteur à 3 pôles CDE hérité du système Lens, mais que l'on retrouve sur beaucoup d'autres centrales du marché.
Enchaînons avec le port pour tous les périphériques à la norme BDBus, comme les modules de rétrosignalisation, des décodeurs d'accessoires, etc. Après, nous avons un port S888 à la norme N, donc avec un connecteur RJ45 pour la rétrosignalisation. Et enfin, ici, au bout, le port réseau Ethernet pour se connecter à l'ordinateur ou à un routeur et qui va nous permettre d'accéder à tous les paramètres de la centrale. En effet, cette centrale se comporte comme un site web et affiche différentes pages de paramétrage. Nous verrons cela un peu plus loin dans la vidéo, les différents paramètres possibles. Ce port est également utilisé comme interface pour la communication avec un logiciel d'exploitation. Ce port a été préféré à un port USB afin d'éviter les éternels problèmes de driver. On constate sur cette centrale que plusieurs connecteurs sont de même type. Par exemple, le BDBus, le S888 et le port Ethernet pour le réseau, ainsi que le port EasyNet, sont tous des connecteurs RJ45. Le problème, c'est qu'on peut facilement se tromper et, dans le pire des cas, faire des dégâts à la centrale ou au matériel connecté. Pour éviter de se tromper, il est fourni avec la centrale un jeu d'étiquettes pour pouvoir marquer les câbles et éviter de se tromper. Pour rappel, les connexions devraient toujours se faire hors tension. Occupons-nous maintenant de câbler notre centrale pour pouvoir la mettre sous tension. Pour cela, il faut connecter au port noté Power sur la centrale l'alimentation fournie avec. Attention de bien enficher le connecteur rond jusqu'au fond. Ensuite, connectons à l'aide du câble fourni l'alimentation à la prise 230. Mettons maintenant le tout sous tension et voyons ce qui se passe. On voit tout de suite une des spécificités de la centrale avec cet éclairage à LED au travers de son couvercle translucide qui nous donne des informations sur le statut courant de la centrale en temps réel. On retrouve également des LED au-dessous de la centrale. On voit que si on appuie sur le bouton Go, les LED passent au vert, tandis que si l'on appuie sur Stop, les LED passent au rouge. Petite remarque, sur la vidéo, on a l'impression que l'afficheur 7 segments et les LED clignotent. Mais en fait, ceci n'est dû qu'à un effet de prise de vue. En réalité, l'éclairage est parfaitement stable. Je me suis fait une petite installation avec une voie et les deux fils d'alimentation raccordés derrière la centrale à la voie dite Main, donc la voie principale. On va tester le fonctionnement en connectant une multimouse. En l'occurrence, j'ai sous la main une version Fleischmann, mais la Roku est tout à fait similaire. Nous allons brancher le câble de la multimouse dans le port appelé XNet sur la face avant de la centrale. On voit que la multimouse s'allume et démarre correctement avec la loco d'adresse 3 qui correspond à celle que j'ai ici. Et on voit que je peux piloter cette locomotive sans problème en marche avant, en marche arrière. Cette locomotive est également équipée de son. On voit que ça fonctionne parfaitement. Je peux également commuter les fonctions. On voit que tout cela fonctionne parfaitement bien. On peut maintenant essayer de connecter à la place de la multimouse une simple lockmouse de Roku, toujours sur le port XNet de la centrale. Là, on pilote l'adresse 11, donc on va changer ça ici pour piloter l'adresse 3. On voit donc qu'avec notre lockmouse, on arrive aussi très bien à piloter notre locomotive.
Afin de pouvoir modifier les réglages de la centrale, il faut la connecter à un ordinateur ou à une box Internet. Dans ce cas, une adresse IP lui sera automatiquement attribuée. Pour connaître l'adresse IP de la centrale, il faut appuyer sur le bouton Go jusqu'à l'affichage de IP. Ensuite, appuyez brièvement sur le bouton Go, 2 chiffres apparaissent. Notez ces chiffres sur un bout de papier en tenant compte du point. Après quelques secondes, l'afficheur revient sur l'indicateur du courant consommé, dans le cas présent 0.0. Appuyez à nouveau sur le bouton Go. 2 autres chiffres sont affichés, notez-les à la suite des précédents. Répétez la procédure jusqu'à ce que l'affichage s'éteigne. Vous avez ainsi obtenu l'adresse complète IP de la centrale. Dans le cas présent, nous avons obtenu l'adresse IP 192.168.001.108 qui est à entrer dans le navigateur web. Après avoir trouvé l'adresse IP qui est assignée à ma centrale, je vais rentrer dans un navigateur web de préférence Firefox, l'adresse IP de la centrale. Dans mon cas ici, c'est 192.168.1.108. Et voilà, j'accède directement à ma centrale avec cette page web. Donc ici, on va pouvoir avoir tous les paramètres de la centrale et les modifier. Je vois que ici, j'ai le choix de la langue. Par défaut, ça vient sur allemand, mais j'ai également l'anglais, le français et le néerlandais. Je vais sur français et à ce moment-là, je me retrouve avec une interface en français. Les pages sont ici structurées de 2 manières. Soit on clique sur l'élément pour découvrir les sous-menus à chaque fois, ou bien on a la vision ici directe de tous les sous-menus. Allons-y dans l'ordre. Je ne vais pas passer dans le détail chaque réglage et expliquer ce que fait chaque réglage, mais je vais plutôt faire un aperçu global de ce qu'on trouve sous chaque rubrique. Donc ici, c'est la page d'accueil où on peut modifier un mot de passe, etc. À noter aussi que les pages sont extrêmement bien documentées, c'est-à-dire que si on clique sur le point d'interrogation, on a une fenêtre qui vient et qui nous affiche des détails sur la fonctionnalité ou sur les différents réglages. Donc ça, c'est très intéressant de cliquer sur ce point d'interrogation pour avoir plus d'informations. Ensuite, on va aller, là on est dans la page d'accueil, dans Info. Là on voit les différentes informations sur la version firmware, la tension dans la voix, la température, etc. Ici, les dispositifs connectés, donc ça, on va voir directement ici s'afficher les appareils que l'on connecte aux différents ports de la centrale. Je peux d'ailleurs faire un test en connectant une multimouse. Donc, on va voir apparaître l'appareil sous XNet ici. Donc, je branche la multimouse. Et voilà, elle apparaît sous CTRL 3. Donc là, on sait qu'on a un appareil qui est branché sur le XNet. Pareil sur le Loconet, le CAN. Ensuite, nous avons les véhicules. Donc, les véhicules sont stockés, peuvent être stockés dans la centrale. On a bien évidemment ici le choix du protocole standard par défaut. Il est sur 28 pas de vitesse DCC, mais on peut toujours le changer si on fait du Märklin, par exemple.
Et puis ici, on a la liste des locomotives qui ont déjà été manipulées par la centrale. On peut également définir des protocoles différents que celui en standard pour des adresses données. Voilà. Ensuite, nous avons les accessoires. Donc, une fois de plus, le format standard, est-ce qu'on est en Motorola ou en DCC? Les temps de commutation minimum et maximum. Ensuite, les protocoles spécifiques pour une adresse donnée. On peut choisir le DCC ici, par exemple, par défaut et dire qu'on a un décodeur qui est en Motorola pour les adresses 61, 62, 63, 64, par exemple. Et là, on peut changer le protocole. Voilà. Ensuite, protocole. Ici, ce sont des réglages en principe qu'on n'en a pas besoin de modifier. Ici, à noter peut-être ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on peut activer ou désactiver le RICOM. Ça peut être intéressant. Ici, rien d'autre à signaler par rapport à ces réglages. La partie booster de la centrale, c'est intéressant ici pour ajuster en fonction de l'échelle que vous pratiquez. Donc, on voit qu'on va du Z au 2. Donc là, on peut ajuster les tensions, les courants, etc. qui sont donnés par la centrale. On a des pré-réglages ici, le Z, 12 volts, 1,5 ampères, le N, 14 volts, le TT en 16 volts, le HO en 18 volts, 3 ampères. Si on trouve que 18 volts c'est trop, on peut toujours descendre volt par volt pour faire un réglage personnalisé. La sensibilité au court-circuit peut aussi être intéressante. Interne étant le booster interne de la centrale, DCC et Märklin Motorola étant les deux connecteurs qu'on a sur la centrale, donc le connecteur 5 pôles câble plat Märklin ou les 3 contacts CDE du booster. Donc on peut avoir un réglage différencié en fonction du type de booster et du type de port qu'on utilise. Ça est expliqué ici justement dans l'aide en ligne. On a une explication sur ces différentes possibilités de réglage. La partie exploitation. Donc les détecteurs, ici, on va voir les différents ports. Donc là, en l'occurrence, le S88 et le CAN, le bus BD et le Loconet. S'il y a des modules qui viennent se connecter, on va les voir apparaître ici. On peut toujours cliquer sur le point d'interrogation pour avoir des informations supplémentaires et une aide qui est très précieuse pour bien comprendre ce que fait le réglage. Passons maintenant à la programmation. Nous avons ici le choix de programmer soit sur la voie de programmation, soit sur la voie principale, avec les différentes réglages, comme d'habitude, du choix de l'adresse, le CV, la valeur à écrire, etc. Je vais passer assez vite là-dessus. La même chose pour le Märklin MFX, qui s'appelle M3 chez Tams. La même chose pour le Märklin Motorola aussi, de pouvoir écrire des CV. Et enfin, une petite interface de test avec curseur, vitesse, changement de sens de marche pour pouvoir faire des essais directement dans la même fenêtre. Les messages RICOM, en l'occurrence ou BDBus, ou du système de la MC2. Donc là, il n'y a rien de particulier à dire, si ce n'est qu'on peut avoir des informations supplémentaires qui viennent s'afficher ici si on a des décodeurs ou des modules qui retournent des informations RICOM. Le BDBus, pareil ici, on va avoir les différents modules qui vont s'afficher les uns en dessous des autres, comme s'affiche ici la centrale. Là, j'ai rien de connecté, donc il n'y a rien de plus qui vient s'afficher.
Ensuite, ici, ça c'est intéressant, c'est le contrôleur. On voit qu'on vient tout de suite en plein écran. Pourquoi? Parce que ça peut être utilisé sur une tablette ou un smartphone. Donc on peut directement commander une locomotive ici en tapant directement son adresse et en la manipulant en marche avant, marche arrière, la vitesse, etc. Donc c'est assez intéressant pour avoir des commandes mobiles. On peut directement afficher cette page sur un smartphone ou une tablette. Ton modèle, là aussi on peut afficher une horloge accélérée. Je ne vois pas pour l'instant beaucoup d'applications. À voir selon l'implémentation qui est faite dans le futur sur cette horloge accélérée. Les mises à jour, donc ça c'est toujours intéressant, pour l'instant il n'y en a pas, mais c'est toujours intéressant de pouvoir mettre à jour le firmware ici de la centrale. Et en fait, le firmware de la centrale est séparé de la partie navigation qu'on voit actuellement à l'écran, navigation dans les paramètres qui s'appellent le toolbox chez Tams. Donc c'est toute cette interface graphique de réglage qui, elle, peut aussi être mise à jour. Donc là, c'est des fichiers qui sont directement fournis par Tams pour ces différentes mises à jour. On peut aussi également mettre à jour les appareils de Tams qui se trouveraient connectés à la MC2. Le mode expert, là, il n'y a rien à dire de particulier. C'est pour des essais, pour des gens qui développent des appareils ou des fonctionnalités. Voilà, je pense que j'ai fait ce tour rapide des fonctionnalités. À noter encore la disponibilité du manuel en cliquant directement en bas ici de la page qui nous affiche le PDF du manuel de l'utilisateur en français. Donc là, on va avoir toutes les informations sur la centrale concernant sa connectique, sa mise en service, etc. Donc c'est toujours bien d'avoir ça sous la main. Et je pense qu'on a fait le tour sur cette MC2. En conclusion, je pense que c'est une très bonne centrale qui est très prometteuse. On voit que l'interface graphique est soignée, on a beaucoup d'informations et d'aides concernant les différentes fonctionnalités. Elle est disponible également en français, ce qui est un très bon point, et ça a l'air assez abouti. Bien évidemment qu'il y aura des améliorations dans le futur, et c'est déjà une centrale très complète. J'espère que ce petit tour d'horizon de la nouvelle centrale Tams MC2 vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne YouTube. À bientôt pour une nouvelle vidéo.